Kwekwe, bienvenue, bonjour à l'émission Maigan Onadatan, émission de l'Amicale autochtone de l'UQO. Je me présente Nicholas Lucas Rancourt, membre du conseil de l'Amicale et animateur de l'émission. Alors, pour commencer, les annonces de la semaine. Le 7 février, ne manquez pas la chance d'écouter un enregistrement live d'un podcast avec Sexe illégal au Tonic. L'événement est à 19h. Le lancement du journal étudiant se fera le 26 février prochain au Tonic de 11h à 13h. Soyez présents à l'événement en grand. Nous vous rappelons que la radio et le journal étudiant cherchent toujours des participants et des participantes. Si tu aimes écrire ou parler, c'est la chance d'enrichir tes compétences. Écris-nous via notre page Facebook Réel Radio. Pour ne pas manquer du contenu à la radio et du journal étudiant, suis-nous sur Facebook et sur Instagram, Réel Radio et Réel UQO. Si tu as des projets étudiants ou des événements étudiants dont tu aimerais en faire la promotion, contacte-nous également via notre page Facebook. Alors, aujourd'hui à l'émission, dans le cadre de l'histoire du mois d'histoire des Noirs, première partie de l'émission, je vous présente des exemples de relations entre Noirs et Autochtones en Amérique, des exemples historiques. Et en deuxième partie, nous avons une invitée. Donc, nous avons Noémie González Bautista, doctorante candidat au doctorat au département d'anthropologie de l'Université Laval. Alors, avant d'entrer dans le mois des histoires des Noirs, donc l'émission Maigan Onadotan. Maigan, c'est loup. Onadotan, c'est qui écoute en Anishinaabe-Moin. Donc, l'Anishinaabe-Moin est le langage des Anishinaabeg, le peuple autochtone de la région de l'Outaouais. Pourquoi Maigan Onadotan? Maigan, eh bien, c'est mon clan, moi-même étant issu du clan du loup. Maigan, c'est aussi le loup, donc c'est l'humilité, c'est le groupe, c'est la meute. Et on forme ici à l'université une communauté, une meute en soi. Donc ici, l'objectif, c'est de valoriser les cultures, les savoirs autochtones, et ce, soit par la présentation d'exemples d'histoire, mais aussi par l'invitation d'invités. L'Amicale autochtone, c'est quoi? L'Amicale autochtone, c'est un regroupement d'étudiantes et d'étudiants qui a pour but de promouvoir les cultures et les savoirs autochtones, mais aussi de défendre les droits des étudiantes et des étudiants autochtones de l'UQO. Si vous êtes intéressé à nous contacter ou à participer, vous pouvez communiquer à amical.autochtone@uqo.ca ou nous rejoindre sur notre page Facebook. Nous sommes ouverts aux Autochtones et aux non-Autochtones, mais bien sûr, il faut comprendre que les Autochtones auront priorité. Alors, le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Souvent, on va parler des relations des Noirs avec les Blancs, parce que c'est la relation principale dans le narratif, par exemple dans les écoles. Donc, les Noirs qui ont été amenés en esclavage par les Blancs, ainsi de suite. Et les migrations aujourd'hui dans les pays, principalement dominés par les Blancs. Mais ici, je vais vous présenter différents narratifs. Les Autochtones et les Noirs ont une relation complexe. C'est une relation qui est parfois positive, parfois négative, comme toute relation entre humains. Et c'est des histoires qui sont souvent peu connues. Bien sûr, ces exemples-là sont surtout fréquents aux États-Unis et en Amérique latine, mais on a aussi des exemples de communautés autochtones et noires, de relations entre Noirs et Autochtones au Canada. Alors, pour commencer, je vais vous présenter quelques peuples qu'on appelle, en anglais, souvent, on dit Black Indians. Donc, on a les Séminoles noirs. Les Séminoles, c'est qui? Les Séminoles, c'est un peuple autochtone
originellement de la Floride. Malheureusement, avec les guerres et les génocides, ils ont été déplacés aujourd'hui en Oklahoma. Il reste encore quelques Séminoles, toutefois, en Floride. Eh bien, les Séminoles noirs, les Black Seminoles, comment sont venus à exister? En fait, c'est, encore une fois, comme je dis, une histoire complexe. La Floride était une colonie espagnole pendant longtemps. Et plusieurs esclaves noirs des plantations du sud des États-Unis se sauvaient en Floride, dans les marais, dans les forêts de Floride. C'est là qu'ils ont rencontré les Séminoles. Certains d'entre eux se sont donc mélangés, ont été adoptés avec les Séminoles. D'autres étaient des Noirs libres qui se sont déplacés là, mais d'autres sont aussi des esclaves qui ont appartenu aux Séminoles. Donc, à la fois, on a des Séminoles qui ont accueilli les esclaves en fuite, mais on a aussi des Séminoles qui ont appartenu des esclaves. Les Séminoles noirs, généralement, se divisent en deux, soit les Séminoles noirs qui vivaient séparément et les Séminoles noirs qui vivaient dans les communautés séminoles. C'est important parce que dans les guerres qui vont suivre, les 3 guerres séminoles qu'on appelle, les objectifs des Séminoles noirs qui vivent en communauté séminole et des Séminoles noirs qui vivent dans des communautés autonomes vont être différents. Alors, dans la première guerre séminole, même si la Floride appartenait aux Espagnols encore, la Floride était délaissée. Donc, aux États-Unis, on en a profité en 1817 pour attaquer les Séminoles et les esclaves en fuite. La Seconde guerre séminole, en 1835, ici, l'objectif va être de carrément éliminer la présence autochtone du territoire par le Indian Removal Act, mais aussi de ramener les esclaves qui se sont enfuis, leurs descendants, dans les plantations. Et la Troisième guerre séminole, en 1855, donc après l'annexion de la Floride par les États-Unis, on s'en vient finir le travail. Les guerres séminoles étaient des guerres assez féroces. C'était des génocides, des massacres des deux côtés. Parce qu'il faut comprendre que de plus en plus, vers la Troisième guerre séminole, les Blancs commençaient à s'installer en Floride. Donc, on va avoir une résistance et certains massacres dans les communautés blanches aussi. Les Séminoles noirs vont donc se battre contre l'invasion des États-Unis aux côtés des Séminoles. Mais comme j'ai dit, ils vont avoir des objectifs différents. Les Séminoles noirs ne voulant pas retourner en esclavage. Au final, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les Séminoles vont perdre les guerres, mais les guerres vont tellement être coûteuses pour les États-Unis qu'ils vont faire des traités. Ces traités vont déplacer les Séminoles vers l'Oklahoma. Certains Séminoles noirs vont se déplacer aussi en Oklahoma. Mais encore une fois, histoire complexe, ces Séminoles noirs-là ne vont pas être reconnus officiellement comme des Indiens avant 2004. Donc, où un jugement de la Cour suprême des États-Unis va déclarer que les Séminoles noirs répondent aux critères du blood quantum, donc de la quantité de sang indien nécessaire pour être considérés indiens aux États-Unis, parce que eux fonctionnent encore aujourd'hui par blood quantum. L'histoire des Séminoles noirs, c'est une histoire qui est assez commune dans le sud-est des États-Unis. On va voir des Cherokees noirs qui vont aussi parfois être mis en esclavage par les Cherokees, des fois savoir sauver chez eux, et qui ne vont pas être reconnus pendant longtemps comme étant indiens. Mais maintenant, avec cette histoire-là, qu'en est-il de la culture? Les Black Seminoles, est-ce qu'ils sont de culture africaine? Est-ce qu'ils sont de culture autochtone? Ils sont quelle culture?
Déjà, dans les traditions, ils vont avoir un mélange, des mélanges de traditions africaines et indiennes, autochtones. Bien sûr, ça va dépendre de l'intégration de ces personnes noires-là dans les communautés, de ces personnes métissées-là dans les communautés, et justement de leur métissage. Dans les communautés comme Pilar Klika, qui est une communauté presque exclusivement de Séminoles noirs, les traditions vont être plus africaines, particulièrement avec l'arrivée des esclaves africains. Éventuellement, les États-Unis ne vont plus acheter de nouveaux esclaves. Donc, la traite des esclaves entre l'Afrique et l'Amérique va arrêter aux États-Unis. Et donc, les esclaves qui vont s'enfuir vont être des descendants d'Africains, mais vont être nés et vont avoir grandi aux États-Unis. Et donc, ils vont avoir une culture beaucoup plus proche de la culture afro-américaine. Donc, ces mélanges-là vont faire une culture très particulière, un métissage, un peu comme on peut voir avec les métis des prairies, les métis avec un M majuscule, donc qui ont un mélange entre Cri, Anishinaabe, Ojibwe et français, écossais, etc. On va voir un mélange similaire entre des traditions africaines, des traditions autochtones, et aussi, bien sûr, avec l'assimilation à la culture des États-Unis. C'est pour ça que les Séminoles vont, par exemple, les Séminoles noirs vont parler séminole et anglais. Donc, ils vont parler les deux langues, ce qui va leur donner l'occasion de devenir des interprètes pendant les guerres et pour les traités. Ils vont prendre donc une place importante. Et justement, dans ces guerres-là, non seulement ils auront une place en tant qu'interprètes, mais ils auront une place aussi en tant que guerriers. Ils vont être considérés par l'armée des États-Unis comme étant les meilleurs guerriers des Séminoles et ceux qui résistent le plus fortement. Certains leaders vont sortir de ça, comme Abraham ou John Horse. Abraham, c'est une histoire qui peut toujours être nuancée, critiquée. C'est un personnage qui peut être controversé parce que Abraham va être un des leaders pendant une des guerres contre les États-Unis, mais au final, étant pragmatique, il sait qu'on ne peut pas gagner la guerre contre les États-Unis. Il va donc essayer d'avoir la meilleure position possible à la table de négociation. Et après ça, après avoir négocié un traité, va pousser pour le traité auprès des autres Séminoles et des Séminoles noirs. Donc aujourd'hui, son personnage est controversé parce que certains vont le voir un peu comme un traître, tandis que d'autres vont le voir comme quelqu'un de pragmatique ayant amené les Séminoles et les Séminoles noirs à avoir le meilleur traité possible, tout en sachant qu'ils n'allaient jamais gagner. Donc ça, c'est les Black Seminoles, donc aujourd'hui qui vivent surtout en Floride, leur lieu d'origine, mais aussi en Oklahoma, où les Séminoles ont été déplacés après les guerres Séminoles. Maintenant, on va se déplacer vers les Caraïbes. On a ce qu'on appelle les Garinagu, plus connus sous le nom de Garifuna, ou Black Caribs. Les Caraïbes sont un endroit qui, avant la colonisation, vont être peuplés par surtout les Arawaks et les Caribes, les Taïnos, etc. Par contre, la colonisation espagnole va être terrible. Sur la plupart des îles, les Autochtones vont disparaître. Parfois, par contre, même si les cultures originales autochtones vont sembler disparaître, parfois, elles vont juste évoluer. Par exemple, le mélange avec des Africains. Donc, les Garinagu, au pluriel, le pluriel de Garifuna, sont un mélange de Caribes, d'Arawaks et d'Africains. Et c'est assez tôt, c'est au 17e siècle, que la communauté va commencer à se créer, et ça sur l'île de Saint-Vincent, dans les Antilles. Aujourd'hui, dans le pays de Saint-Vincent et Grenadines. Qu'est-ce qui est intéressant avec les Garinagu, c'est qu'ils parlent une langue autochtone. Ils parlent Kalipona, ils parlent une langue caribe.
même si les Caribes n'existent plus en soi, ils ont évolué donc dans cette communauté. Et la langue étant autochtone avec des influences africaines, puisque la communauté s'est créée avec les premiers esclaves venant d'Afrique, donc des personnes qui n'avaient pas encore été vraiment assimilées à la culture du colon et du maître esclavagiste. Les Garifuna, les Garinagu vont avoir une culture très autochtone et très africaine. L'ethnogenèse des Garifuna, dans leur tradition orale, ce qu'on dit, c'est que en 1635 ou 1675, il y a eu un bateau, un navire négrier, donc qui transportait des esclaves africains, qui s'est échoué à Saint-Vincent. Les Autochtones, alors, c'est la première fois qu'ils voyaient des Noirs, ont été impressionnés. Bien sûr, les esclavagistes prenaient les personnes noires qui étaient les meilleures en santé, avec une certaine musculature, parce qu'il fallait... Ils achetaient les esclaves pour pouvoir faire du travail difficile. Donc, les Autochtones, voyant ces Noirs-là, ils étaient impressionnés par leur look, impressionnés par leur musculature, etc. Donc, les Autochtones ont tué les Blancs qui ont survécu à l'échouement et ont inclus les Noirs dans leur communauté, éventuellement, puisque c'était principalement des hommes noirs, les mariant avec des femmes autochtones. Donc ça, c'est, dans la tradition orale, c'est l'ethnogenèse des Garifuna. Aujourd'hui, ce peuple-là est aussi au Belize, au Nicaragua, Guatemala, parce qu'ils ont été déplacés, les îles des Antilles étant contestées fréquemment entre Espagnols, Français, Néerlandais et Anglais. Et les Garifuna étaient pris entre les deux et finalement, beaucoup d'entre eux ont été déplacés. Mais encore aujourd'hui, leur culture est très vivante. Plusieurs centaines de milliers de Garifuna parlent encore leur langue, pratiquent encore leur tradition. Donc ici, on a un exemple que oui, à premier abord, peut-être qu'on peut penser que les Arawaks, que les Caribes de Saint-Vincent ont disparu. Et non, ils ont juste évolué. Ils ont survécu en se métissant avec les esclaves en fuite, les esclaves noirs. Mais il y a toujours la question que certaines personnes, Garifuna ou non, mais certains académiciens et certaines académiciennes se demandent, est-ce qu'il y avait eu des Africains dans les Antilles avant que les Européens arrivent? Certains académiciens et académiciennes vont dire que, surtout les royaumes, les États africains d'Afrique de l'Ouest, étaient des grands marchands. Ça, c'est le cas. Même dans le narratif occidental, on est d'accord avec ça. La différence, c'est que ces académiciens-là et ces académiciennes-là vont dire que ces Africains de l'Ouest marchandaient aussi aux Antilles avant l'arrivée des Européens. Donc, cette théorie-là n'est pas acceptée par le narratif occidental blanc, ce qui est normal parce que ça mettrait en danger la position des Européens comme étant les découvreurs de l'Amérique et ça mettrait en danger le narratif de l'infériorité culturelle des Africains. Donc, ce qui aujourd'hui, pour les Occidentaux, est encore difficile à changer dans leur esprit. Alors ça, c'était les Garinagu des Caraïbes. Mais plus proche au Canada, il y a une communauté dans l'Atlantique qui commence à avoir, qui se bat pour la reconnaissance, et c'est les Afro-Métis. Donc, les Afro-Métis, c'est une communauté, surtout en Nouvelle-Écosse. Donc, la Nouvelle-Écosse qui a quand même une longue histoire d'avoir une communauté d'origine africaine, par exemple avec Africville. La Nouvelle-Écosse est un territoire Micmac. Donc là, on aurait des Noirs, des Micmacs et des Blancs, tout ça, qui se seraient mélangés pour former une culture propre. Donc, une culture afro-métisse. Et plusieurs afro-métis par le Afro-Métis Constitution Project
essaie par l'entremise de l'art, les poèmes, les vidéos, etc., la musique, de faire connaître cette culture afro-métisse. C'est quelque chose d'assez difficile parce que, entre autres, on a déjà des débats par rapport à l'identité au Canada, particulièrement l'identité indienne, l'identité métisse, et dans les provinces de l'Atlantique, c'est encore plus fort parce que officiellement, le gouvernement fédéral ne reconnaît aucun métis de l'Atlantique. Donc là, c'est déjà difficile de ce côté-là. Si en plus on ajoute le côté africain, ça devient encore plus difficile parce que l'histoire africaine dans l'Atlantique, l'histoire noire en Nouvelle-Écosse, commence à peine à se faire connaître. Donc là, on met l'identité autochtone et l'identité noire ensemble. Et bien là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le gouvernement fédéral, c'est sûr que par la loi, c'est elle qui décide de l'identité, mais de toute façon, c'est nous qui décidons de notre identité. Alors, l'histoire des Noirs et des Autochtones, c'est une histoire, comme j'ai dit, complexe. C'est une histoire qui est très longue. Et donc, la plus ancienne date que j'avais donnée, c'est 1634. Mais comme j'ai dit, certains académiciens pensent que les Africains étaient là avant les Européens. Et donc ça, c'est dans une perspective pas de changer l'histoire, mais dans une perspective de changer le narratif. En ce moment, le narratif en histoire est principalement dominé par les Blancs. Donc, c'est l'histoire faite par les Blancs qui vont être principalement reconnue, qui va être principalement enseignée. Par exemple, chez les Autochtones, au pif, la majorité des Autochtones rejettent la théorie selon laquelle on est arrivé en Amérique par le détroit de Bering, alors que c'est la théorie qui a la plus forte acceptation chez les Blancs. Beaucoup d'Autochtones, la majorité encore, selon moi, refusent l'idée selon laquelle on est en Amérique depuis seulement 12 000 ans. Déjà, notre tradition orale dit qu'on est ici depuis le début. Donc, certains vont se baser là-dessus. Certains vont essayer de nuancer, vont dire qu'il y a peut-être un compromis à faire entre la tradition orale, les traditions orales autochtones et l'histoire occidentale. Et donc, beaucoup de Noirs font aussi ce mouvement-là. En Afrique, on a Cheikh Anta Diop, qui est un historien sénégalais qui va beaucoup pousser pour changer le narratif. Par exemple, sur l'Égypte. Selon lui, l'histoire de l'Égypte a été blanchie, les Égyptiens étant, en fait, on parle de l'Égypte antique, étant noirs. Donc, certains en Amérique vont tenir des discours comme ça. Donc, par exemple, que les Africains marchandaient avec les Autochtones dans les Antilles. Certains vont aller plus loin pour dire que les Africains étaient en Amérique en premier. Et ça, en premier avant les Européens et avant les Autochtones. Certains exemples qu'ils donnent, c'est les statues Olmec au Mexique, en Amérique centrale. Donc, des têtes qui, selon beaucoup, ont des traits physiques africains. Donc, ça serait un des exemples de théorie qu'on amène. Alors, justement, dans cette optique, je vous mets Une seule origine de Didier Awadi. Une seule origine est une pièce de l'album Président d'Afrique, Didier Awadi, chanteur sénégalais, où dans son album Président d'Afrique, il va mêler son chant et le chant de collaborateurs avec des discours. Et ici, on a Une seule origine avec le discours de Cheikh Anta Diop pour le mois de l'histoire des Noirs. L'humanité a une seule origine. Ceci doit nous permettre de nous rapprocher les uns des autres au lieu de nous éloigner et de nous haïr les uns les autres. Au moment où l'impérialisme, n'est-ce pas, atteint son apogée en quelque sorte, l'Occident découvre que c'est l'Égypte
et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. C'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Ça fait bizarre qu'on te dise l'Afrique number one. Ça fait bizarre qu'on te dise l'Afrique champion. Ça fait du mal d'humilier tous ces milliards, même milliards qui te donnent pour que tu rayonnes. On nous a dit qu'on n'est pas civilisé, un bel alibi pour venir coloniser. On nous a lié le rôle principal qu'on a joué, le berceau de l'humanité. C'est bien là, on va pas diviser. Loin de nous va des rétros, la vanité, quête de vérité, renaissance avec humilité. Il faut le dire, pas alter à l'humanité. Y a trop de colibés que l'Afrique n'a pas mérité. Il y a eu des falsificateurs de l'histoire. Ils ont commis ce que j'appelle, et je pèse bien mes mots, un véritable crime contre l'humanité. Il y a des générations entières de spécialistes occidentaux qui ont été coupables de ce crime à l'égard de l'humanité. Et ils le savent. Et ils le savent. xam sa bopp yaay kan sa cosaan fi nga jaar gëstu ba xam Cheikh Anta Diop jaaxal na njaay caar weddi na seeni fen budul benn du ñaar wax dëgg nit ku ñuul doomu kaam bindaat sunu histoire doom day bul xeeb sa xeet dafa màgg def nay jaloore ci jamono yu yàgg Afrique ay ndeyu dunya yàgg boot xel yu naaj civilisation bi jëkk fii la wàcc ci ñun borom karaw yu gàtt ki bakkan yu tàcc Akhenaton Toutankhamon ba Ramsès II ci laaj ci lépp Cheikh Anta ay firnde la ñu jox nit ñu ñuul la ñu woon léegi xam ko te dox maa ngi jooy sama xam-xam a ngi saaw alal cosaan féete ma ginnaaw suñu maree ci man la ñëw naan ba bëre yàqal ma tilimal ma neewal ma maa ngi jooy sama xam-xam a ngi saaw alal cosaan féete ma ginnaaw suñu maree ci man la ñëw naan ba bëre yàqal ma tilimal ma neewal ma. Par la connaissance directe, l'Afrique doit être capable de saisir une vérité, de savoir qu'elle est en possession d'une vérité, quel que soit le domaine d'ailleurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine culturel. Et de se maintenir au niveau de cette vérité en prenant des mesures conservatoires jusqu'à ce que tout le monde joue le même jeu, jusqu'à ce que l'on sache que la supercherie est finie. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel. Ou alors, traînez-moi dans la boue ici. Quand vous arriverez à cette connaissance directe, vous découvrez que mes arguments sont inconsistants. C'est cela. Mais il n'y a pas d'autre voie. maa ngi jooy sama xam-xam a ngi saaw alal cosaan féete ma ginnaaw suñu maree ci man la ñëw naan ba bëre yàqal ma tilimal ma neewal ma maa ngi jooy sama xam-xam a ngi saaw alal cosaan féete ma ginnaaw suñu maree ci man la ñëw naan ba bëre yàqal ma tilimal ma neewal ma. La nature n'a jamais créé deux fois la souris, deux fois le chat ou deux fois l'espèce humaine. La nature, au passage, crée une espèce et puis ensuite cette espèce se différencie, évolue, s'éteint ou se développe, se fragmente, mais la nature ne revient pas en arrière pour créer trois fois l'homme ou deux fois l'homme. Elle a créé une fois l'homme en passant et elle l'a fait en Afrique, c'est tout. Turn the phrase, turn of the century. Tune my ears, dial frequency. Can you repeat? Seeking clarity. Change the waves, rewriting history. It's right.
Some say my blood's not red enough, some say my skin's too bright. And I might add a little salt to the batter, but it still turns out alright. I may not have a lot of needed things or feathers in my hair, but my grandmother's panic recipe's gonna bring your muck straight back here. My grandmother was a jazz guitar made of anise or water from an eastern shore. I'm not saying Granny's better than yours, but who's always coming back for more? My grandmother makes her panic with salt water. Now I'm not saying Granny's better than yours, but who's always coming back for more? If you don't like what I'm bringing to the table, well, you can just eat alone. 'Cause baby, I made some pretty wicked panic just as good as you can get back home. Now I may not have an eagle tattoo or long black braided hair, but I got Granny's secret recipe. It's gonna bring your loving right back here. My grandmother makes her panic with salt water. Now I'm not saying Granny's better than yours, but who's always coming back for more? Some say my blood's not red enough, some say my skin's too bright. Yeah, I might add a little salt to the batter, but it still turns out alright. I may not have a lot of beaded things or feathers in my hair, but my grandmother's panic recipe's gonna bring your muck straight back here. My grandmother was a jazz guitar made of anise or water from an eastern shore. I'm not saying Granny's better than yours, but who's always coming back for more? Fuck your truth and reconciliation. We want environmental reparations, financial compensation for the destruction and humiliation, the treaty obligation, inclusion of our nation, elusive lawmaking within the laws of the Indian Act creation that violates my ability of mind making, my land and resources you keep taking, children from my homes and you keep raping, our women and men, goodness saking, our spirits might be low from all this fucking shaking, but we'll stand together strong, too solid for the breaking. Welcome to the reservation. We've got a reservation for you. Bring your wife and kids too. We're gonna take care of you. We count through all of you. Issue band numbers to identify you. Bring a few generations and we'll distribute a nice number to keep track of you. Welcome to the reservation. We've got a reservation for you. Yeah, they always said, welcome on down to the reservation. We'll take care of you and we'll take care of all your welfare paychecks and all of this shit and then make your life so fair. But I was thinking that shit is just wrong and they just played my mind cause they just made me lose my shit. Now I'm trying to come back right off my cliff. Took my steps and took my turns and I left my reserve for a reason. Why get that talent that I got right now so I can get my knowledge and I teach it back to all my people. Never wanna leave them all of that shit cause I looking at these streets and they think it's evil. But I really see the evil of the nation of the people of my fucking reserve. So I'ma come back with that talent looking at me like I'm about to slam it. Let her see it, all of them getting it right. Feel like I'm standing in the mouth from a native looking at me like I came from the top but I never came down from this drop. Now I'm looking at you like I'm gonna get through the pain of the been through the rain. But I'm looking at you like me right now. Up in the Montreal, rapping like this, looking at me, telling me why little wrong when you hear me up in the street wanna do this shit for free. Like I just standing for my natives, what we do. Natives, brothers, always gotta get it. Always standing for my natives like I'm standing for my brothers, natives. Yeah, we made natives on the world, natives on the top, natives on the world, natives on the top, natives gonna run it now. Yeah, welcome to the reservation. We got a reservation for you. Bring your wife,
and your kids too. We gon' take care of you, and we gonna count through all of you. Issue band numbers to identify you. Bring a few generations and we'll distribute with a nice number to keep track of you. Welcome to the reservation. We've got a reservation for you. And welcome to a reservation. We got a reservation for you. Life is cold, living in an icebox, feeling like my life is on hold. All I wanna do is make a little dough to buy some pork chops. Life is frigid, terrific. This the type of beat that make your eyes get all vivid. I watch your body drop and fucking fool. Yo, I'm living with visions. My name is hard and efficient. My mission just isn't a you. Draven telling the truth, that's how it is. Yeah, I gotta get it for these kids, cause they don't know what to do, cause they got no fucking shit. Yeah, I know I gotta get it. I'm going to the college, I know how it is. Renee's living alone, cause you gotta get it on your own. Living on that reservation, yeah, I got a reservation for you in my home. It's in my home. Yeah, I got these motherfuckers won't leave me alone. Yeah, I gotta get it right now. Yeah, I got a bone. Yeah, she wanna fuck. I know what couple is. Yeah, this bitch could beg yuck. And I got that shit. And I got a lot of shit that I wanna spit. And I need to get it from my native fucking clique. Welcome to the reservation. Yeah, we got reservation for you. Bring your wife and your kids too. We gon' take care of you. We count through all of you. As you band numbers to identify you. Bring a few generations you will distribute. A nice number to keep track of you. Welcome to the reservation. We got a reservation for you. We got a reservation for you. Smokey, who put the wood in the fire? Who? Yeah, the boys, stop feeding that fire. Boys, stop feeding the fire. We are the world that's forgotten. We stand up tall against the other side.
Kwekwe, re-bienvenue à l'émission Maigan au Nadotan de l'amicale autochtone de Luco sur les ondes de Réel Radio. Les chansons qui viennent de jouer, c'est Signal de Quantum Tangle featuring Lydia Kepinski, Salty Bannock d'Esther Pennell, Welcome to the Res de Q052A Res Dogs et The Unforgotten de Iskwe featuring Tanya Tagak. Donc, pour la seconde partie, on s'éloigne du mois d'histoire des Noirs. J'ai aujourd'hui une invitée, Noémie González Bautista, qui est une candidate au doctorat au département d'anthropologie de l'Université Laval et membre du Centre interne universitaire d'études et de recherche autochtones, le CIERA, dont nous avons un pôle ici à l'UQO, qui a aussi des pôles justement à l'Université Laval et à Montréal. Donc, Noémie, tu viens de faire une conférence au TONIC, conférence qui est disponible sur la page du CIERA UQO, sur la perception du feu de forêt et relation au territoire. Alors, Noémie, qu'est-ce qui t'a amené à venir étudier les Autochtones? C'est quoi ton parcours par rapport à tout ça et les feux de forêt? OK. Donc, c'est ça. Pour commencer, donc moi, je suis originaire de France. Puis, j'ai commencé mon parcours avec une maîtrise en sciences de l'environnement. Donc, déjà, j'avais un intérêt à l'époque avec tous les phénomènes plus de l'écologie. Et c'est ça qui m'a amené donc cet intérêt pour un sujet comme le feu. Donc je commence par cet aspect-là parce que disons, je pense que c'est le plus simple à expliquer dans mon parcours. Donc ce que j'ai fait en fait après cette maîtrise en sciences de l'environnement, j'ai travaillé dans le domaine quelques années, puis j'ai repris mes études parce que j'avais envie de changer de discipline. Donc je suis passée du côté de l'anthropologie, du côté des sciences molles. Et en même temps, je suis passée de l'autre côté de l'Atlantique, puisque j'ai donc immigré au Québec pour faire mon doctorat. Et puis c'est ça, je fais partie de ce grand nombre de Français et de Françaises qui veulent venir au Canada pour travailler avec les Premières Nations. Puis ça, en fait, mon parcours personnel, je pense, il est un peu similaire à celui de beaucoup d'autres Français, Françaises. Et je pense que c'est beaucoup lié, en fait, à des stéréotypes par rapport aux Premières Nations. Puis, c'est ça, je pense que des stéréotypes, il y en a au Québec ici, puis il y en a en France aussi. Une grande différence, à mon avis, de ce que j'ai cru, ce que j'ai pu observer, c'est que les stéréotypes au Québec ont tendance à éloigner les gens. C'est-à-dire que les stéréotypes que les Québécois, Québécoises ont sur les Blancs et Blanches ont sur les Autochtones amènent un éloignement entre Autochtones et non-Autochtones. Alors qu'en France, les stéréotypes qu'il y a sur les Premières Nations amènent une envie d'aller rencontrer les gens des Premières Nations. Donc, dans les deux cas, c'est négatif. Je veux dire, des stéréotypes, c'est toujours négatif. Mais d'un côté, il y en a un qui t'amène à vouloir communiquer avec les personnes. Et donc, tu as plus de chances de déconstruire tes stéréotypes. Et puis, d'un autre côté, il y en a qui te maintiennent à distance. Donc, moins de chances d'être amené à déconstruire tes stéréotypes. Donc c'est ça. C'est comme ça que je me suis retrouvée ici, que j'ai rencontré différents professeurs et professeurs avant de reprendre mon doctorat. Puis j'ai finalement rencontré le professeur Martin Hébert du département d'anthropologie de l'Université Laval, qui était sur un projet en fait sur des questions de collaboration entre autochtones, entre communautés autochtones et industrie forestière. Puis ça faisait bien le lien entre ce que je voulais aborder en anthropologie, puis tout en gardant des liens avec ma formation initiale en environnement. Donc j'ai décidé d'embarquer là-dedans. Puis en fait, ma maîtrise qui m'a permis de faire le pont entre environnement et anthropologie, je l'ai faite en 2011. Et donc en faisant un petit peu des recherches sur les nations avec qui mon directeur travaillait déjà dans ce projet de recherche, je me suis rendu compte qu'un an avant, en 2010, il y avait eu un feu de forêt dans le fond, près de la communauté Atikamekw de Wementashi. Puis je me suis dit, c'est intéressant. Puis après tout, les feux de forêt, ça fait quand même partie de l'industrie forestière, des activités liées à l'industrie forestière, à la foresterie. Donc j'ai choisi de travailler là-dessus à ce moment-là. Et voilà, donc j'ai dit, oui, vous avez bien entendu, j'ai dit 2011, parce que ça fait aussi longtemps que je suis au doctorat. Je ne dirais pas le nombre d'années, mais ça fait longtemps.
C'est ça. Alors, tu as parlé justement des stéréotypes. Donc, c'est un peu la différence aussi entre les stéréotypes de noble sauvage ou de l'autochtone, j'imagine, en lien avec la nature, une certaine harmonie. Aussi, j'imagine un peu le côté western. Je sais que les Allemands sont pas mal là-dessus, le côté Far West, tout ça aussi. C'est vrai qu'il y a, en France, je pense. Puis en France, et en étant probablement dans le domaine de l'environnement, l'écologie et tout, c'est vraiment l'image de genre des personnes qui sont proches de la nature et tout ça, en harmonie. Donc, c'était vraiment ces aspects-là. Et finalement, tu as découvert que c'était totalement vrai parce que on est la réponse au changement climatique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc aussi, il y a beaucoup de Français qui viennent étudier les Autochtones, donc comme sujet, comme objet d'étude, ou de plus en plus venir collaborer avec les Autochtones. Ouais. Comment tu t'es senti, toi, là-dedans? Est-ce que tu te sentais éventuellement un peu mal quand tu as peut-être compris un peu la dynamique? Parce que ça, toi, t'arrivais avec les stéréotypes positifs. Tu as dû découvrir qu'il n'y a pas beaucoup d'universitaires autochtones. Tu as dû découvrir justement toutes les études aussi qui étaient faites sur nous en tant qu'objet d'étude. Donc, comment tu t'es senti là-dedans? Est-ce qu'à un moment donné, tu as remis en question tes études à cause de ça? On remet toujours en question nos études, là, mais à cause de ça. Oui, ben c'est... il y a des questionnements, c'est des questionnements qui sont constants, là, je pense que ça s'arrête, c'est jamais vraiment résolu. C'est sûr qu'au début, en fait, moi, je pense que j'ai toujours eu un certain malaise à me dire, je me suis jamais dit, je vais aller ethnographier la communauté Atikamekw de Wementashi, ça n'a jamais été ça mon idée. Quand j'ai travaillé en 2011 sur le feu de 2010, mon idée, c'était vraiment de faire un peu un portrait de tous les acteurs qui se sont retrouvés impliqués dans ce feu-là. Donc c'était, les Atikamekw de Wementashi, mais il y avait aussi, j'ai aussi fait des entrevues avec les gens de la municipalité de La Tuque, les gens de la Société de protection des forêts contre le feu, la Croix-Rouge, enfin c'est vraiment tous les gens qui étaient impliqués dedans. Puis ce qui m'intéressait plus, c'était les connexions, les relations entre les différentes personnes, les différents groupes. Donc ça m'a... Puis même mon doctorat est plus sur l'interaction, encore une fois, là, entre trois groupes d'acteurs principaux, donc les Atikamekw de Wementashi, la SOPFEU, les organismes de lutte contre les feux, et les feux eux-mêmes. Donc c'est vraiment autour de ces trois groupes d'acteurs que je me concentre plus, et les interactions entre eux. Donc je pense que ça a déjà été pour moi une stratégie pour éviter d'aller comme étudier, c'est ça, un groupe des Premières Nations, plus dans une démarche d'y aller comme étude d'un objet ou de voilà. Donc c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que malgré tout, malgré la forme de ma recherche, quand je présente à des conférences, je me retrouve quand même, puis je l'ai fait encore tout à l'heure là, je me retrouve quand même à avoir l'impression des fois que je suis en train de, évidemment d'interpréter les expériences que les gens m'ont partagées, donc d'interpréter des expériences qui ne sont pas ancrées dans mon contexte, dans le contexte que je connais moi, dans ma culture à moi, dans mon ontologie, etc. Donc il y a quand même toujours un malaise autour de ça. Puis, en fait, par rapport à cet aspect-là, le fait du risque de parler à la place des autres ou du risque de mal interpréter ce que les autres ont fait. Bon, j'ai un peu fait le deuil pour mon doctorat parce que le sujet est comme ça, puis que j'ai pas le choix d'y passer à un moment donné quand je fais des conférences. Mais j'avoue que personnellement, dans mon cheminement à moi, ça va m'amener à priori m'éloigner plus des études autochtones. Je vais détailler ça un peu plus là. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, mon sujet de recherche, comme il est sur les feux de forêt aussi, il s'inscrit aussi dans le champ de l'anthropologie des catastrophes. Donc il y a un autre champ de recherche. Et moi, comment je vois la suite des choses pour moi, la suite de mes recherches et de ma carrière, c'est plus d'aller dans cette voie-là. Donc aller plus dans l'anthropologie des catastrophes et donc d'être plus dans l'étude de situation et pas dans l'étude de groupes humains particuliers. Par contre,
tout le cheminement que j'ai eu dans ce qu'on appelle plus donc les études autochtones, tout le cheminement que j'ai eu en travaillant avec des communautés des Premières Nations, avec des membres des Premières Nations, ben, c'est quelque chose qui, à mon avis, enrichit ma perspective de chercheuse, disons, et va quand même continuer à alimenter mes recherches dans le futur. Donc, c'est-à-dire que quel que soit mon sujet de recherche, quelle que soit l'étude que je fais, à partir du moment où on est en territoire autochtone, non cédé, je ferai toujours en sorte d'impliquer des membres des Premières Nations, d'impliquer des personnes autochtones du territoire en question, puis de vraiment donner une présence particulière et de m'assurer qu'il y a une présence particulière spécifique dans mes recherches. Mais c'est ça. Mais puis quand je dis ça, tu sais, je veux dire, j'ai plein de collègues brillants et brillantes qui font des recherches en études autochtones et qui, ben, comme tu dis, il y a quand même des façons de faire différentes, des collaborations, etc. Ça se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus aussi d'universitaires autochtones qui, tu sais, publient des choses, qui développent des méthodologies qui sont plus adaptées au travail avec les Premières Nations, etc. Donc, il y a des façons de faire qui sont quand même qui peuvent vraiment se construire d'une manière respectueuse et qui servent aussi les communautés des Premières Nations. Donc, tu sais, je ne suis pas en train de dire supprimons les études autochtones ou en tout cas ne faisons plus jamais, si on n'est pas autochtone soi-même, ne travaillons plus jamais. C'est vraiment pas ça que je dis, c'est juste, moi personnellement, la façon de gérer mes inconforts, c'est ça, c'est de changer un petit peu mes perspectives et le champ de recherche dans lequel je m'inscris plus clairement, mais voilà. Ben, je pense que ça démontre une certaine intégrité aussi par rapport à ta personne. Et aussi, de toute façon, beaucoup d'Autochtones trouvent que étudier les Autochtones, c'est un peu trop spécifique, c'est comme nous séparer. Donc, des fois, justement, faire des études qui incluent tout le monde, puis que les Autochtones ne soient pas le focus. Des fois, certains pensent que ça peut aider à l'inclusion. Thomas, tu as parlé d'ontologie. J'ai vu aussi dans la description de la conférence, tu parles des non-humains, tout ça. Est-ce que ton expérience avec les communautés Atikamekw, est-ce que ça t'a amené à changer un peu ta perspective par rapport à la Terre et aux autres humains, aux non-humains, à comment ils sont placés dans ton univers? Parce que là, tu veux t'enligner vers justement l'anthropologie des catastrophes. Donc là, si on voit, parce que en Occident, on essaie de contrôler le plus possible. Je veux dire, on a beaucoup contrôlé notre environnement, c'est juste qu'on ne le contrôle pas nécessairement de la même façon. Donc, est-ce que ça t'a changé un peu ta perspective? Je pense que oui. Je ne saurais pas dire précisément, tu sais, je ne pourrais pas dire précisément il y a telle discussion ou à tel moment ça a changé les choses, mais ça s'inscrit effectivement dans une réflexion, disons, sur du long terme, qui fait qu'aujourd'hui, c'est sûr que je n'ai pas la même perception des non-humains ou de ce qu'on peut appeler l'environnement, etc., que je l'avais avant. Je pense que c'est quelque chose qui a commencé quand je travaillais en gestion de l'environnement, parce que déjà à l'époque, en fait, il y avait quelque chose qui marchait pas pour moi. La façon dont l'environnement est géré, protégé, etc. en Europe, ça me parlait plus, quoi. C'était vraiment, comme tu dis, une notion de contrôle. Donc, tu sais, on dit, OK, tel milieu humide est vraiment important, fait que là, on décide que tel milieu humide doit rester comme il est à cet endroit. Donc là, on va couper les arbres parce qu'on veut pas que ça se transforme en forêt, parce qu'on a décidé que cet endroit devait rester un milieu humide. Donc, tu sais, c'était beaucoup ça marchait pas pour moi. Puis l'idée aussi de dire, OK, si on protégeait la nature, ça veut dire que d'un côté, tu as les humains qui sont soit néfastes, soit protecteurs, et d'un autre côté, tu as la nature indépendante. Donc là, tu mets la nature sous cloche pour la protéger. Puis ça marchait pas non plus. Et c'est vrai que en travaillant avec les communautés autochtones, en travaillant avec à Women Tashi, puis en lisant aussi sur les épistémologies relationnelles, toutes ces choses-là, j'ai trouvé des façons de percevoir les choses qui faisaient plus de sens en fait dans mon esprit aussi, quoi. Donc puis c'est vrai que en changeant donc effectivement, je vais plus continuer en anthropologie des catastrophes, mais c'est vrai que j'amène avec moi cette perception-là. Donc, c'est-à-dire que
c'est ça, le feu, pour moi, c'est un acteur aussi de ces situations-là. C'est pas juste un élément indépendant et extérieur qui vient perturber les êtres humains, quoi. C'est vraiment un acteur qui est en interaction. Puis les personnes que j'ai rencontrées, les participants et participantes à ma recherche, que ce soit les gens du côté de la Sopfeu ou de Women Tachi, il y a partout un discours qui traduit ça, quoi, sur le feu, là. Le feu qui dort la nuit, le feu qui a une tête, des flancs, etc. Enfin, il y a vraiment juste les mots qu'on choisit d'utiliser traduisent qu'on personnifie le feu d'une certaine façon. Et je pense que ça peut vraiment être intéressant en étude des catastrophes, en gestion des catastrophes, d'avoir cette vision-là, quoi, de vraiment prendre les aléas, donc feu, ouragan, volcan, etc., comme des acteurs qui font partie de la situation qu'on étudie, quoi. Donc, c'est ça. Alors, Miigwech Noémie, comme dernière question avant de partir, ici à l'Université du Québec en Outaouais, on a un programme d'études autochtones qui commence à se développer. On a de plus en plus d'étudiantes et d'étudiants qui commencent à s'intéresser au sujet autochtone. Ce serait quoi ton conseil, que ce soit des étudiants étrangers ou non, mais des personnes non autochtones? Est-ce que tu aurais des conseils quand ils s'en vont en études autochtones? À la fois, je pense à plein de choses et en même temps, je me dis, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour ça, mais je peux, des éléments que je peux amener. Je veux dire, l'élément fondamental, évidemment, c'est d'écouter les gens. Donc, c'est pas de partir de ces idées préconçues, c'est pas non plus de tout baser sur les lectures qu'on fait, c'est vraiment d'écouter les personnes concernées. Mais écouter, ça veut aussi dire apprendre à se taire, des fois. Parce que des fois, on n'est pas trop capable de faire quand on est une personne blanche qui a l'habitude d'être à sa place partout, puis de pouvoir... de penser qu'on est bienvenu à s'exprimer partout, donc apprendre à se taire. Puis, je dirais aussi... Ce qui est vraiment important, surtout quand on est dans le milieu universitaire, c'est de comprendre que les savoirs qui sont créés à l'université, c'est des savoirs qui se créent dans un contexte spécifique. Je veux dire, l'université, elle vient d'un contexte eurocentré, avec une perception très particulière de ce qu'est un savoir valide, un savoir scientifique, qui est très lié à une culture particulière, à des contextes particuliers. Et il faut comprendre ça, il faut comprendre que c'est spécifique, il faut comprendre que donc il y a d'autres façons de créer des savoirs qui ont autant de valeur. Et il faut surtout partir, quand on est à l'université, surtout garder à l'esprit que c'est pas le seul endroit où des savoirs se créent et qu'il y a d'autres façons de construire des savoirs qui sont aussi valables. Alors, Kichi Miigwech Noémie González Bautista, donc je vous rappelle, candidate au doctorat du département d'anthropologie de l'Université Laval, et je vous rappelle aussi que la conférence qu'elle a donnée aujourd'hui au Tonic est toujours disponible sur la page Facebook du Sierra. Alors, Miigwech. Merci, Miigwech. Alors, pour musique, on continue avec Natives de Reality. Traded for rails, the land where the trees have been traded
Bomde anu de munyan, manje guanu apten, manje guanu beden, na menwade ne wat man eka e begusian, wani gameyan, manje guanu mishkadenden, ich besho de pianchish que munyan, dan de mai, chibadish na gun, chinjish kukwen, mak mishkadet man, e mishkadun mat, tawe in the moonan, hey. Qui a-t-il dans cette île, qui a-t-il dans cette ville? Une ouverture d'esprit et le rêve d'une meilleure vie. Pour certains c'est chill, pour d'autres c'est plus difficile. Mais malgré les soucis, l'espoir nous sourit. L'espoir d'un meilleur avenir, l'espoir de nous voir grandir. Hey, hey, hey. Et bombe en des mounian. Me judge on the wapten. Stranded strangers float together on an island. Your land and my land. This land was made for you and me, paid for, stolen and lied for, laughed at and cried for. Hey, look what we died for. An island in a dream, a mountain on a river, a meeting point, a safe place. I land to deliver. We went from trappers to rappers, from logging to blogging, triumphant disasters. Hey, what's the story of this mountain on an island, surrounded by a river, just a little taste of dry land? Your land, my land, why don't we share land? Couldn't care land, a bare land, beavers in a hairland. You gotta listen to hear it, you just don't understand, and maybe that's why you fear it. Birds of a feather make your Makusham comble. All in this together and we're meilleurs ensemble. Makusham, Montréal. C'est mon réalité. Representing Gatineau, yo. Waden go chichiweya. Shash Mr. Shash na nagagushpia. Kandu yan kanu chinyu micha. Niguchi dabden chiwan menwa. Representing Gatineau and yo. Majet wenjen just grow. Just my good kenin just good more. It wouldn't come and ride mine. It wouldn't come and ride mine. Oh. Watch me rise, reach the sky. I am the light at night. Your hair can reach so high. Watch me rise, reach the sky. I am the light at night. Watch me rise.
Alors, les chansons qui viennent de jouer, c'était Makusham Montréal de Shawit et Sky Woman d'Anaknid. Pour finir l'émission, je vous rappelle que nous sommes dans le mois de l'histoire des Noirs. Mardi prochain, il y aura une conférence de Yao Asogba, l'apport de l'Afrique noire à la civilisation universelle. C'est au Tonique de 11h30 à 12h30, donc mardi 11 février, et ça va être en visioconférence avec Saint-Jérôme au local J1209. Donc les chansons qui viennent de jouer sont Makusham Montréal de Shawit et Sky Woman d'Anaknid. Je vous remercie, Miigwech, d'avoir écouté cette émission de Maigan Onarotan chaque jeudi à 12h30 sur les ondes de Réel Radio et partagé sur le Facebook de Réel Radio, sur le Facebook de l'Amicale Autochtone et sur YouTube. Je vous rappelle, si vous êtes intéressé à participer à la radio étudiante ou au journal étudiant, vous pouvez contacter Réel Radio. Nous cherchons toujours des journalistes ou des animateurs, animatrices pour les émissions. Donc, Miigwech et bonne journée.